Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. Combien pèse la fortune de Macky Sall ? Question sans réponse, puisque le président de la République n'a pas déclaré son patrimoine après sa réélection en 2019. Il a cependant demandé aux membres du gouvernement de le faire auprès de l'OFNAC, l'organe anticorruption de l'État sénégalais. La malgouvernance au devant de la scène après la publication des derniers rapports de l'inspection générale d'État. Avec notre invité, nous allons beaucoup parler de gouvernance. Bonjour Birahim Seck. Bonjour Babacar, bonjour à vos auditeurs. Coordinateur du Forum civil, la branche sénégalaise de Transparency International depuis 20 ans, depuis 2000. Le Forum civil fondé en 1993 et dirigé dans un premier temps par l'avocat Mame Adama Gueye, puis par feu Mohamed Mbodj, avant que vous ne preniez les rênes de l'organisation en septembre 2018. Birahim Seck, vous êtes juriste titulaire d'une maîtrise en droit public, option administration publique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, titulaire également d'un DEA en droit public général à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD toujours. Titulaire également d'un DEA en droit de la décentralisation et gestion des collectivités locales à l'UFR droit de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ces rapports de l'IGE qui ont mis à nu des problèmes de gestion de la part de dirigeants d'organismes et d'organes publics. Quelle est l'analyse que le Forum civil en fait ? Merci beaucoup Babacar pour cette invitation. Permettez-moi tout d'abord de m'incliner devant la mémoire de feu Mohamed Mbodj, ancien coordinateur général du Forum civil, mais également devant la mémoire de feu Amadou Sy, doyen Aboussi, membre fondateur du Forum civil, qui nous a été arraché à notre affection pas longtemps. Donc le Forum civil, le bureau exécutif, le conseil d'administration renouvelle ses condoléances à ses fils, ses filles, ses parents, ses amis. Mais également permettez-moi de saluer et de rendre un hommage à tous les présidents du Forum civil que vous avez cité tout à l'heure, M. Mame Adama Gueye, mais également M. Félix Sow et l'ensemble des membres du Forum civil qui sont au Sénégal et à l'extérieur. Pour votre question, depuis la publication du rapport, je dirais même avant la publication du rapport, parce que déjà le 9 octobre 2018, le Forum civil avait sorti une déclaration pour demander à ce que tous les corps de contrôle, que ce soit l'IGE, que ce soit la Cour des comptes, que ce soit l'OFNAC et la RMP, publient les rapports qu'ils doivent aux Sénégalais. Soit c'est les rapports sur la gestion administrative et financière des administrations, soit également des rapports sur les marchés publics. Alors, nous n'avons pas cessé de lancer l'alerte pour demander à ce que ces rapports soient publiés par ces corps de contrôle. Et tout récemment, il y a quelques semaines, l'inspection générale d'État publie 3 rapports. Un rapport 2016, 2017, 2018, 2019 sur l'état de la gouvernance et la reddition des comptes. Et je rappelle que le premier rapport sur l'état de la gouvernance et la reddition des comptes a été publié au Sénégal en 2013, suivi d'un rapport de 2014 et suivi d'un rapport de 2015. Et ce que nous avons constaté, qui nous avait poussé à demander à ce que ces rapports soient publiés, c'est que depuis 2015, les rapports sur l'état de la gouvernance et la reddition des comptes n'ont pas été publiés par l'inspection générale d'État. La loi dit que ça doit être annuel, plus tard le 31 mars. Effectivement. Si on scrute l'article 9 de la loi 2011-14 du 8 juillet 2011 sur les statuts des inspecteurs généraux d'État, cet article est clair, l'article 9 est clair. Il dit que chaque année, le vérificateur général du Sénégal, le dirigeant de l'IGE, présente au président de la République
un rapport d'activité avant le 31 mars suivant l'année d'activité. Sur quoi? Sur l'état de la gouvernance et la réduction des comptes. Alors, quand on fait une comparaison par rapport à cette norme législative et les faits, nous nous sommes rendus compte que l'IGE est resté 4 à 5 ans sans publier de rapport. Ce que nous, au niveau du Forum civil, nous avons qualifié de violation de la loi, surtout pour un corps qu'on qualifie souvent d'élite, chargé de vérifier la conformité de la norme par rapport à la réalité. Et ce n'est pas uniquement le même constat qu'on a fait au niveau du Forum civil, parce que l'article 9 dit toujours qu'il faut impérativement que l'IGE publie un rapport d'activité. Et on s'en rendu compte qu'au niveau de la page 4 du rapport 2016, l'IGE dit que ces rapports ne sont pas ni un rapport d'activité, ni un rapport de vérification, mais en réalité c'est un conglomérat de constats tirés, de vérification, d'audit, d'enquête, différentes missions de l'inspection générale d'État. En somme, ce n'est pas de la bonne gouvernance pour l'IGE. En réalité, en tout cas, on se rend compte qu'il y a entorse à la réglementation du fait... Bonne gouvernance entre guillemets. Du fait des inspecteurs généraux. Les faits l'ont montré. Et on ne s'est pas arrêté à constater également cette violation de la loi. On est allé en profondeur pour voir exactement ce qu'il en est dans les rapports. Et après examen des 3 rapports, le rapport 2016, le rapport 2017, mais également le rapport 2018-2019, on s'est rendu compte qu'il y a en réalité une sorte d'autre violation qu'on a qualifiée de violation du principe de l'imputabilité. Cela veut dire quoi? Si vous scrutez les pages 27, 28 et 43 du rapport de 2016, vous faites la même chose également pour les pages 42 et 103 du rapport de 2017. Vous faites la même chose également pour les pages 48 et 57 du rapport 2018-2019. On se rend compte qu'il y a, et c'est des exemples tout simplement. On peut vérifier également d'autres pages, mais je donne uniquement ces exemples-là. On se rend compte que l'IGE souvent, pour identifier des errements, pour identifier des manquements, il ne nous dit pas de façon claire de quelle structure il s'agit. Il dit souvent dans un ministère, dans un département ministériel, dans une direction contrôlée, une autorité, un ministre. Alors qu'on s'est rendu compte que pour les autres vérifications qu'il a effectuées au niveau de la direction, de la délégation générale au pèlerinage, au niveau de l'ANACIM, au niveau de l'office qui s'occupe également des pupilles de la nation, même au niveau du ministère de l'enseignement supérieur ou même au ministère de l'environnement et parfois au ministère de l'Intérieur, et je dirais même au niveau de la délégation générale de la francophonie, on se rend compte que les inspecteurs ont été très très précis sur l'identification des acteurs qui ont eu à commettre ces différents errements et manquements. Et ces constats, non seulement sont valables au niveau central, au niveau de l'administration centrale, parce que l'IGE effectue une vérification sur de la gouvernance administrative, mais également la gouvernance financière au niveau central, mais également il effectue une vérification de la gouvernance administrative et financière au niveau décentralisé, que ce soit la décentralisation technique, que ce soit également la décentralisation territoriale. Donc on s'est rendu compte qu'il y a une sorte c'est l'impression qu'on a, il y a une sorte de 2 poids 2 mesures par rapport au traitement des différentes vérifications quand il s'agit pour certaines administrations centrales, et également quand il s'agit d'autres administrations, surtout en ce qui concerne ce qu'on appelle les secteurs
parapublic. Est-ce que ce ne serait pas le résultat de ce qu'on pourrait appeler cette tare congénitale de l'inspection générale d'État, logée à la présidence et donc par définition au service du président de la République? Ça peut être un fait, mais aujourd'hui on s'est rendu compte que les normes de gouvernance, quand même depuis 2012, à certains endroits ont changé. Je rappelle que, ça, il faut le dire, on l'a toujours rappelé dans nos différentes déclarations, que l'inspection générale, qu'au Sénégal, on a quand même un certain nombre de mesures de gouvernance qu'on a eu à prendre en 2012. Par exemple, je prends l'exemple de l'Office national anticorruption, l'OFNAC. Je prends l'exemple de l'adoption du Code de transparence dans la gestion des finances publiques. Je prends l'exemple de l'adoption en 2014 de la loi sur la déclaration de patrimoine. On peut également prendre l'exemple de la réforme qui a été opérée en 2016 au niveau de la Cour des comptes. Donc il y a quand même certains instruments qui ont été pris depuis 2012 pour permettre également d'améliorer un peu l'état de la gouvernance. Mais pour ce qui concerne l'inspection générale d'État, on s'est rendu compte quand même qu'il y a une sorte d'immobilisme pour certains dossiers. Par exemple, l'article 6 de la loi que j'ai citée tout à l'heure, la loi 2011-14 du 8 juillet 2011, sur les statuts de l'IGE, des inspecteurs généraux d'État, au niveau d'un de ces tirés, il dit que l'IGE vérifie la gestion administrative et financière des institutions de la République, sans distinction. Alors qu'on s'est rendu compte que, pour parler des tares congénitales que vous avez soulevé tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'au Sénégal, on n'a jamais vu l'inspection générale d'État vérifier ou bien publier la gestion administrative et financière de l'Assemblée nationale, de l'administration de l'Assemblée nationale. De la présidence de la République. Ça n'a jamais été le cas. Ouais. J'en viens. On n'a jamais vu également un rapport de l'inspection générale d'État sur la gestion administrative et financière de la présidence de la République, ne serait-ce que pour le secrétaire général à la présidence de la République. On n'a jamais vu également un rapport de la Cour des comptes sur les services judiciaires, c'est-à-dire la gestion administrative et financière du Conseil constitutionnel, qui est un organe quand même de régulation assez important dans le jeu démocratique. On n'a jamais vu également un rapport de l'IGE sur la gestion administrative et financière de l'IGE, sur la gestion des fonds alloués à la Cour d'appel. Je prends l'exemple de la Cour d'appel de Dakar, qui est également un instrument de régulation politique, régulation judiciaire importante en matière de gouvernance des élections. On n'a jamais vu également un rapport sur la gestion administrative de l'inspection générale d'État sur la Cour suprême. Et on peut également allonger la liste, parce que l'IGE également est compétente pour vérifier tous les organismes qui sont qualifiés ou bien qui sont dans la générosité publique, qui sont d'utilité publique, les fondations. On n'a jamais vu un rapport de l'inspection générale d'État sur, par exemple, la Fondation Serville Sénégal, on peut le dire. Mais on a vu des rapports, de la Cour des comptes. Organisme privé quand même. Hein. Non, d'utilité publique. C'est un organisme d'utilité publique. Dans la loi 2011, l'IGE est compétente pour vérifier la gestion administrative et financière de ces structures. D'ailleurs, pour preuve, la Fondation Madame Elisabeth Diouf a fait l'objet d'un contrôle de la Cour des comptes. La Fondation Solidarité Partage. Exactement. Comme également la Fondation de Madame Viviane Wade également a fait l'objet de contrôle également de la Cour des comptes. Donc, ces mêmes compétences qui sont conférées à la Cour des comptes, c'est plus de compétences d'ailleurs même qui sont conférées à l'inspection générale d'État. On se rend compte qu'il y a, en tout cas, un déni de publication ou bien de vérification de ces différents organismes ou bien administrations que j'ai cités tout à l'heure.
on peut également en rajouter. Parce que sur la fondation de la Première Dame, vous doutez au Forum civil des rentrées financières dans cette fondation-là, de ses origines, de ses rentrées financières. Vous estimez que c'est à voir, qu'il y a anguille sous roche? Dans les faits, les constats sont là. Les fondations disparaissent au gré de la disparition des régimes. On n'entend plus de la fondation Mme Elisabeth Diop Solidarité Partage. Pourquoi? On n'entend plus de la fondation de Mme Viviane Wade. Et aujourd'hui également, dès 2012 ou 2013, on a eu la création de la fondation également Servir le Sénégal. Comme je l'ai encore une fois, cette fondation récolte de l'argent au nom du peuple sénégalais. Et je le dis encore une fois, l'article 6 du statut de l'inspection générale d'État donne la possibilité à l'IGE de vérifier tous les organismes qui récoltent de l'argent au nom de la générosité publique, surtout s'ils sont déclarés d'utilité publique. Donc, bien entendu, au même titre que la Direction générale de la francophonie, au même titre que la Direction générale au pèlerinage, au même titre que l'Office des pupilles de la nation, l'IGE également a le droit, la loi lui permet de vérifier la gestion administrative et financière. Vous dites quoi concrètement? Il faut aller regarder dans la fondation Servir le Sénégal de Marième Faye Sall. Il faut aller non seulement regarder la gestion administrative et financière de la fondation Servir le Sénégal, comme également il faut aller regarder la gestion administrative et financière du Conseil constitutionnel, de la Cour suprême, des cours, surtout la Cour d'appel de Dakar, à qui on donne beaucoup d'argent en période électorale, mais également il faut le faire, pas se limiter à cela. Il faut le faire. Parce que c'est comme si on avait l'impression qu'il y avait... Tous les organismes publics, sauf peut-être l'armée pour des questions sensibles que l'on comprend. Même la loi. En tout cas, au Niger, les gens ont regardé la gestion des fonds publics alloués à l'armée, grosse polémique dans le pays là-bas. C'est ça que je dis. La loi de 2011 confère également. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule administration au Sénégal qui échappe au contrôle de l'inspection générale d'État. Que vous soyez de l'armée, de la justice, que vous soyez civil. Il n'y a aucune administration qui échappe à la gestion, au contrôle de l'inspection générale d'État. C'est pourquoi d'ailleurs, je voulais dire tout à l'heure que c'est comme si au Sénégal, on a un caste d'élite, ou bien de super élite, qu'on ne doit pas contrôler, et qu'il y a un autre groupe également qu'on contrôle tout le temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Assemblée nationale, on n'a jamais vu un rapport de l'IGE, même un cours d'un corps de contrôle sur la gestion administrative et financière de l'Assemblée nationale et d'autres institutions. La preuve aujourd'hui, si l'inspection générale d'État a la possibilité de nous faire une revue, une vérification de la gestion administrative et financière, même le patrimoine des établissements pénitentiaires. Vous savez, Babacar, vous avez l'information, vous savez que les établissements pénitentiaires sont surpeuplés. Vous savez également que c'est dans ces établissements, il y a les conditions de travail, non seulement des administratifs, sont difficiles. Les conditions de détention sont difficiles. Ça, vous avez l'information. Amnesty International en a parlé à plusieurs reprises. L'Observateur également sur des prisons en a parlé à plusieurs reprises. Le ministère de la Justice également en parle à plusieurs reprises. Donc, pourquoi l'IGE, il en a le droit. Elle en a le droit. Parce que c'est elle qui détermine son calendrier. Et pourquoi l'IGE nous reparle de tout ce que les Sénégalais savent. Alors qu'à côté, il y a des projets et programmes qui ne figurent pas. Je ne dis pas que l'IGE ne l'a pas fait. En tout cas, l'IGE devrait, à notre avis, faire la vérification de ces structures ou bien programmes que je vais citer tout à l'heure. Ils devaient le faire. S'ils ne l'ont pas fait, ce serait encore plus grave. Mais s'ils l'ont fait également, ils ne l'ont pas rendu public. Je vous parlais par exemple de la gestion des bourses familiales. C'est des milliards. On n'a aucune information sur les bourses familiales. On n'a aucune information sur la couverture maladie universelle. On n'a aucune information sur
la gestion du PRODAC. On n'a aucune information sur la gestion du PUDC, du piment. Le PRODAC sur lequel vous avez même publié un livre. Tout à fait. On n'a aucune information également sur les grands marchés qui ont fait débat au Sénégal. Je prends l'exemple de... On n'est pas édifié sur le PRODAC jusqu'à présent. Une bonne partie de l'opinion se pose toujours les mêmes questions. La sorte de votre livre, les différentes sorties des différents responsables pointés, entre l'ancien ministre Amadou Ba, ministre de l'économie et des finances à l'époque, devenu chef de la diplomatie, ministre des Affaires étrangères, et l'ancien ministre de la jeunesse, Mame Mbaye Niang, d'autres responsables cités. Où se trouve la vérité aujourd'hui ? Bon, moi j'ai écrit un livre que j'ai rendu public, que j'ai assumé. On s'attendait à ce que l'IGE également puisse éclairer les Sénégalais en tant qu'institution de contrôle pour que les Sénégalais connaissent la vérité. Sur le PRODAC, il y avait déjà un rapport de l'inspection générale des finances logé au ministère des Finances. Une inspection d'ailleurs qui peut contrôler beaucoup de choses. Vous parlez de l'IGE. Il y a tellement de corps, d'organes de contrôle qui peuvent faire le même travail, non ? Absolument, absolument. Je termine juste pour dire même, avant de venir sur les inspections internes de façon globale, les grands marchés qu'on a l'habitude de voir au niveau du Sénégal. C'est le cas, par exemple, du building administratif. On s'attendait à ce que l'IGE nous éclaire sur... La réfection du building administratif. La rénovation du building administratif. On s'attendait à ce que l'IGE nous donne beaucoup d'informations, ou bien nous donne des informations sur les montants qui ont été alloués à la réfection ou bien à la rénovation du building administratif. Quoi qu'on puisse dire, c'est l'argent du contribuable. Le budget de départ a été largement dépassé. Jusqu'à présent, on ne peut même pas prendre le risque de prononcer un montant tellement qu'on ne connaît pas le nombre d'avenants. S'il y en a, le nombre d'avenants qui ont été conclus dans le cadre également de ce marché-là. Même chose pour l'université Sine Saloum. Aucune information. Même chose pour l'université Amadou Mahtar Mbow qui a été confiée à l'homme d'affaires ivoirien Big Togo. Même chose également sur le montant de départ pour la construction de l'autoroute à péage, l'autoroute Dakar-Touba, je veux dire. Ila-Touba, 406 milliards au départ, je dis au départ. Donc, aucune information sur ces marchés-là. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut comprendre que l'inspection générale d'État ne nous donne pas des informations sur ces différentes structures et programmes. Même si elle en donne, l'IGE, des informations, elle s'en arrête là. Le reste, c'est le président de la République qui décide. Et la loi semble ne pas être claire là-dessus. Une sorte de vide juridique. Le président de la République, apparemment, il décide seul de donner ou pas une suite à tous ces rapports de l'inspection générale d'État. Oui, avant d'en arriver à cette question, je reviens juste sur les inspections internes. Il y a un exercice auquel l'IGE s'est prêté dans la publication de ces 3 rapports, c'est-à-dire à la fin de chaque vérification, ou bien à la fin de chaque rapport, l'IGE présente ce qu'elle appelle un memento. En 2016, il nous a présenté un memento sur la réduction des comptes et les inspections internes. C'est très utile. Le Forum civil pense que c'est très très utile qu'on pose le débat aujourd'hui. Ça également, véritablement, c'est un point très positif sur ce que le rapport de l'IGE également a eu à montrer. C'est-à-dire mettre en avant. Aujourd'hui, on a relégué au second plan les inspections internes. Et il faut impérativement donner du pouvoir, donner des prérogatives, remettre les inspections internes également dans leur rôle original. Parce que ce sont des relais, ils conseillent les ministres pour éviter également certains dérapages administratifs et financiers. C'est également ces inspections également qui font les contrôles, surtout a priori, pour donner des rapports au président de la République, à l'inspection générale d'État. Donc, c'est un corps, entre guillemets, très important pour la réduction des comptes au niveau de l'administration et qu'il faut impérativement revigorer, redorer, replacer on reviendra sur les réformes peut-être nécessaires originales. C'est très important. Quand on abordera de façon générale. Dans ce memento, comme on de la même façon qu'on s'est magnifié de ce memento sur les institutions internes,
inspection interne. Nous nous sommes étonnés également, au niveau du Forum civil, du fait que l'IGE présente au memento sur les secrets. Sur les secrets, dans un contexte où on parle de promotion de la bonne gouvernance, dans un contexte où on parle de transparence, dans un contexte où on parle même de déclaration de patrimoine, dans un contexte où on parle de cadre harmonisé des finances publiques, il est quand même assez étonnant de voir l'IGE faire quand même une sorte de culte du secret dans son rapport de 2017. On en vient maintenant sur ce pouvoir, cette latitude discrétionnaire du président de la République de poursuivre ou pas des responsables épinglés par ces rapports de l'inspection générale d'État. Que ce soit le président de la République, que ce soit Babacar Fall ou Birahim Seck, nous sommes tous, c'est la Constitution qui est au-dessus de tous les Sénégalais. La Constitution, c'est la norme fondamentale. C'est le président République qui en est le gardien. Et que dans cette Constitution-là, à son préambule, qui prône le principe de bonne gouvernance et de transparence. Premièrement, parce que une république également, c'est un cocktail de normes, la Constitution. Deuxièmement, en 2012, le président de la République lui-même, je parle de normes, a fait adopter au niveau de l'Assemblée nationale, ou bien l'Assemblée a adopté ce qu'on appelle une loi sur le code de transparence dans la gestion des finances publiques, qui non seulement garantit une gestion financière, mais garantit également un accès régulier à l'information, garantit un accès régulier de l'information au public, à son article 6. C'est le président de la République lui-même, en 2012, qui a prôné le principe de transparence et de bonne gouvernance. C'est le président de la République lui-même qui a eu la faculté, la latitude de transmettre quand il a constaté, selon lui, qu'il y a un manquement dans la gestion de la mairie de Dakar. N'oublions pas que c'est sur la base d'un rapport de l'IGE. C'est ce que je vous dis. Attendez. C'est à son bon vouloir. Attendez. Et la loi n'est pas claire. On parlait de la loi. Ne fallait-il pas écrire clairement, même dans les statuts des inspecteurs généraux d'État, qu'après rapport, il faut forcément des suites s'il y a des manquements pointés? Babacar, dans une république, il y a les normes, il y a les hommes. Il y a les normes, il y a les hommes. Si on prend les normes pour conforter ce que vous dites, en matière de blanchiment d'argent, quand la CENTIF, la cellule nationale de traitement des informations financières, la police financière, produit des normes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, l'article 29 de cette loi lui donne la possibilité de saisir le procureur de la République. Et ce dernier a une obligation de transmettre le rapport au juge d'instruction. Ce que le vérificateur général ne peut pas faire. Attendez, laissez-moi terminer ma réflexion. Vous allez voir que c'est même si une norme existe qui exige la transmission, la finalité peut rester la même si les instruments de gouvernance sont dévoyés. Alors, quand le procureur de la République transmet le rapport au juge d'instruction, depuis combien de temps, combien de rapports ont été transmis par la CENTIF? Est-ce qu'il y a eu un suivi? Est-ce qu'il y a eu une suite? Et pourtant, la loi a exigé que ces rapports soient transmis au juge. 1. 2. Madame Seynabou Ndiaye Diakhaté n'a-t-il pas dit qu'elle a transmis des rapports? La présidente de l'OFNAC. Exactement. Qu'elle a transmis des rapports au procureur de la République. Poursuite. Qu'est-ce qu'il en est suivi? Rien pour le moment. Donc, ce n'est pas une question de transmettre le rapport au procureur de la République, mais c'est un problème de système de façon générale. C'est un problème de comportement. C'est une relation entre la personne, le gouvernant, et les affaires publiques. Et pour cela, tant qu'on n'aura pas réussi à lutter contre l'impunité, tant qu'on n'aura pas réussi à lutter contre la désarticulation des instruments de gouvernance, que ce soit au niveau de la justice, que ce soit au niveau du Parlement, que ce soit également au niveau de l'administration, on n'aura jamais atteint les résultats que vous souhaitez, c'est-à-dire que ces rapports soient transmis directement au procureur de la République. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on va revenir tout à l'heure qu'il faut impérativement qu'il y ait une réforme
de la justice et en profondeur. Oui, quand on évoque de façon générale l'état de la gouvernance et de la reddition des comptes, et d'après ce diagnostic que vous venez de faire, il y a apparemment une grande nécessité de faire de grosses réformes. Absolument, absolument. Les réformes sont nécessaires si on commence déjà par la justice. Nous disons au niveau du Forum civil, il ne faudrait pas uniquement se limiter à ce qu'on appelle l'indépendance de la justice. Pour nous, c'est un concept important, c'est un concept qu'on a toujours soutenu. Mais je pense nous pensons aujourd'hui qu'il faut aller directement vers l'indépendance du juge. Pas uniquement l'indépendance de la justice, mais l'indépendance du juge. C'est-à-dire, essayer de voir au niveau de la justice comment est-ce qu'on peut élaborer, comment est-ce qu'on peut identifier, élaborer et conforter une panoplie de critères objectifs qui permettraient au juge d'avancer dans sa carrière sans pourtant qu'il y ait un obstacle politique dans l'avancement de la carrière du juge. Ça, c'est un premier niveau. Deuxième niveau également, pour permettre au juge d'être assez indépendant, il faut leur donner un pouvoir décisionnel sur la détermination de l'avancement de leur carrière. Je vous parlais du Conseil supérieur de la magistrature. Il est temps aujourd'hui que, même si le président de la République ou bien le ministre de la Justice est au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, pour nous, c'est moins important. C'est vrai que l'UMS prône également le fait de sortir, prône la sortie de l'exécutif au sein du Conseil supérieur de la magistrature, mais je pense que la tendance peut être renversée si les magistrats qui sont élus par leur pairs sont majoritaires au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Deuxième élément qui peut conforter l'indépendance du juge. Troisième élément, c'est ce qu'on appelle, nous, l'autonomisation des juridictions, surtout l'autonomisation budgétaire, parce que qui tient le cordon de la bourse détermine également la politique de la structure. C'est pourquoi il est important aujourd'hui que les juridictions soient quand même assez indépendantes financièrement pour mener à bien leur propre politique. Et en ce moment-là, on pourra s'intéresser à la réforme de la justice financière. On a parlé souvent de la CRI, de la Cour de répression de lancement illicite. Nous, on prône une proposition qui a été faite déjà en 2014 ou 2015 par l'Inspection générale d'État sur la transformation de la CRI en CRIEF, c'est-à-dire en Cour de répression des infractions économiques et financières. Ça, c'est une première chose. Maintenant, en rendant conforme la CRIEF aux normes internationales, tout en respectant le principe du droit de la défense, le principe du contradictoire, même s'il y a un renversement de la charge de la preuve, c'est moins important. Mais que cette juridiction, quand même, soit... Beaucoup de spécialistes, justement, c'est le gros blocage qu'ils évoquent. Oui, c'est très simple. Je pense que c'est très simple. Il suffit juste de rendre conforme cette juridiction aux normes internationales pour que... qu'on ait une justice qui peut poursuivre l'enrichissement illicite. Mais au niveau du Forum civil, on va au-delà. Nous, on se dit en amont, vous parlez de réforme de la justice. En amont, les organes de contrôle ont peut-être besoin aussi d'être davantage renforcés. Des réformes qui s'imposent aussi là-bas. Je termine sur la justice financière. C'est-à-dire, comme il s'est passé en France, parce qu'en France, l'affaire Cahuzac a déclenché chez les parlementaires français l'adoption d'une loi le 3 mars 2014, d'une loi qui institue, ou bien qui est relative à l'institution d'un parquet financier national, qui donne des prérogatives à une brigade, qu'on appelle la brigade de Nanterre, de faire des enquêtes préliminaires. Je pense qu'au Sénégal, on doit aller également vers cette spécialité. Soit on crée un parquet financier adossé à la Cour de répression de lancement illicite, ou ce parquet ou bien cette juridiction aura la compétence de connaître pratiquement toutes les infractions économiques et financières, c'est-à-dire tout ce qui touche à la corruption, à la concussion, au blanchiment d'argent, à la prise illégale d'intérêt, au détournement de deniers publics, l'instauration, ce qui n'existe pas également au Sénégal, du favoritisme, mais également de connaître tous les rapports qui sont produits par les corps de contrôle. C'est ça, d'où l'intérêt également de votre question tout à l'heure. C'est-à-dire que si on a un parquet financier ou bien une cour qui connaîtrait toutes les infractions économiques et financières, donc tous les rapports des corps de contrôle seront directement dirigés vers cette juridiction-là. Et on aura une juridiction spécialisée. Il y a un embryon organisation ou bien organique ou bien de l'organigramme
au niveau du parquet, qui a mis en place un pôle financier. Mais est-ce que ce pôle financier est assez outillé pour quand même faire face à toutes les exigences de transparence que doit prôner une justice financière? D'où votre question, la nécessité de réformer surtout les corps de contrôle. Oui, je prends l'exemple de l'inspection générale d'État. Parce qu'au niveau de l'inspection générale d'État, d'après nos informations, depuis 2013, il n'y a pas eu de concours. Et ça, c'est quand même, ça plombe l'indépendance, l'autonomie de la vérification, de l'audit et de l'enquête au niveau de l'inspection générale d'État. Parce que au niveau de l'inspection générale d'État, il y a une obligation légale qui pèse sur eux d'organiser non seulement un concours professionnel. Là, ils ne sont même pas une quarantaine, là. Voilà, justement, mais il faut recruter, il faut maintenant rendre beaucoup plus... il faut prôner le concours au niveau de l'inspection. La loi le prévoit, la loi 2011, un concours professionnel pour les professionnels qui sont dans l'administration, qui sont soit des magistrats, soit qui sont dans l'armée, soit mais qui ont une expérience de 10 ans d'expérience, ou bien si ça peut être un concours direct, pour ceux qui sont titulaires de doctorat, je veux dire, en droit, en gestion, etc. C'est dans la loi. Et avec des critères qui sont relatifs également à l'âge, etc. Le nombre réduit de vérificateurs aussi provoque des limites dans le travail que cette... Inspection générale d'État devrait effectuer. On ne peut pas tout contrôler avec des effectifs comme ça. C'est un plus à la limite. Parce que parmi les limites, il y a déjà les recrutements au tour extérieur, c'est-à-dire ceux qui sont presque au crépuscule de la retraite, qu'on recycle au niveau de l'inspection générale d'État. En ce moment, il n'y a plus d'ambition. En ce moment, on se pose la question si ce n'est pas uniquement pour des raisons politiques, ou bien est-ce que ce n'est pas également pour des raisons d'avantage que ces personnes-là sont recrutées ou bien sont désignées au niveau de l'inspection générale d'État. Il est temps de redorer fondamentalement non seulement le blason de l'inspection générale d'État, à travers ses rapports, à travers également... Parce qu'au sein de l'inspection, il y a quand même des inspecteurs très, très, très compétents, intègres, dévoués pour la cause de la nation. Mais souvent, le travail est plombé par des attitudes politiques qu'il faut impérativement gommer de la sphère présidentielle. Maintenant, est-ce que l'inspection d'État doit toujours rester à la présidence de la République? Ça, c'est un autre débat. Et même pour les ministres, on vous dit par exemple que les ministres doivent être jugés par la Haute Cour de justice. Pourquoi? D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a une réforme des finances publiques qui donne possibilité aux ministres d'être des ordinateurs de dépenses. Quand on est ordinateur de dépenses, il faut être responsable. D'où la nécessité également de réformer le champ de responsabilité de ces ministres qui sont devenus des ordinateurs et de gommer ce lien juridique ou bien judiciaire avec la Haute Cour de justice. 10 secondes. La Cour des comptes, qu'est-ce qu'il faut changer à votre avis? Au niveau de la Cour des comptes, peut-être l'effectif. Changer, je ne dis pas changer, mais il faut augmenter l'effectif au niveau de la Cour des comptes. C'est une juridiction qui fait quand même... Ils ont été en retard quand même. Ils ont été en retard dans la production des rapports. Et fort heureusement, ils ont sorti également les rapports. Et le président a promis, bien entendu, qu'au mois d'octobre, il serait en règle. Donc nous attendons au mois d'octobre pour voir le dernier rapport de la Cour des comptes. Mais fondamentalement, non seulement la Cour des comptes a besoin de bras. C'est l'effectif. Ils sont en sous-effectif, criard. Donc la Cour des comptes a besoin de bras, fondamentalement. On tire souvent, Birahim Seck, souvent sur les hommes politiques. Oui. Mais il n'y a pas que les politiques dans les problèmes de malgouvernance. Un des 3 rapports que l'Inspection générale d'État a publié il y a quelques jours révèle des fautes présumées de gestion de Jacques Habib-Sy, délégué général à l'époque pour l'organisation du 15e sommet de la francophonie à Dakar en 2014. Jacques Habib-Sy, qui est le patron de l'ONG Aide de Transparence, la consoeur du Forum civil. L'enquête de l'IGE évoque un marché de gré à gré de 65 milliards de francs CFA qu'il aurait passé. Vous n'en parlez pas? Si. On en a parlé. On en a parlé déjà en 2014. Personnellement, j'ai produit une contribution en 2014 pour alerter
sur le système de dépenses qui a été initié pour l'organisation de la francophonie au niveau du Sénégal. Déjà en 2014, une contribution qu'on peut retrouver sur Internet, que j'avais titré même « Francophonie ». Et j'avais alerté pour dire qu'il faut faire attention, sinon la francophonie, cette organisation, sera un deuxième Fesman. Ça, on l'avait dit déjà en 2014. On avait alerté sur la question. On ne nous a pas entendu. La présidence ne nous a pas entendus. La délégation générale ne nous a pas entendus. Les institutions de régulation qui étaient là ne nous ont pas entendus. Ils ont préféré continuer la passation des marchés, l'exécution ou bien la satisfaction de leurs besoins d'organiser cette fête de la francophonie. Et nous avions dit à l'époque que tous les marchés qui ont été passés, nous avions dénoncé à l'époque tous les marchés qui ont été passés par gré à gré, par entente directe, que ce soit les marchés qu'on a attribués à Souman, une entreprise turque, pour la construction également du centre Abdou Diouf. À l'époque, on l'avait vertement dénoncé, y compris également tous les marchés qui tournent autour de la communication, on les avait vertement dénoncés. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout de l'analyse. Si les marchés d'entente directe ont été possibles au niveau de la délégation générale de la francophonie, c'est grâce à l'autorité de régulation des marchés publics. Nous avons toujours alerté qu'au niveau de l'autorité de régulation des marchés publics, l'ARMP, ils ont un système pour autoriser ce qu'ils appellent, entre guillemets, une autorisation exceptionnelle. À chaque fois qu'il y a un conflit entre la DCMP, la Direction centrale des marchés publics, chargée du contrôle a priori, et un organe de l'administration, et une administration, quand il y a un conflit, par exemple, quand le ministère, je donne comme ça un exemple, le ministère de l'Environnement ou de la Santé, vous passez un marché de gré à gré. Il va demander une autorisation au niveau de la DCMP. La DCMP refuse. Souvent, ils vont demander une entente directe au niveau de l'ARMP. Et souvent, l'ARMP, avec une formule magique, qui est souvent utilisée contre l'EGEM, donc contre le droit, pour dire qu'elle autorise à titre exceptionnel. Et pour les marchés de la Direction générale de la francophonie, nous avons dénombré au moins 4 autorisations de l'ARMP à titre exceptionnel. Au mois de février, au mois d'avril, au mois de janvier et au mois d'août. C'est pourquoi nous, on s'est un peu étonnés. Pourquoi l'inspection générale d'État également n'est pas allée jusqu'au bout de sa logique pour analyser et nous dire si les autorisations qui ont été accordées par l'ARMP sont fondées sur le droit ou pas. Mais pas se limiter pour dire uniquement que la DGF a passé des marchés par entente directe. Non, ça s'est biaisé, tronqué l'exhaustivité de l'information. Ils devaient aller jusqu'au bout de leur logique et nous dire que ces marchés ont été passés, ces ententes directes ont été possibles parce que l'autorité de régulation des marchés publics a fait des autorisations à titre exceptionnel. Ce que nous avons dénoncé. L'ARMP n'a pas le droit d'autoriser de passer des marchés à titre exceptionnel. Exceptionnel, ça veut dire une seule fois. Mais quand c'est 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, ça devient un principe. Donc la responsabilité est fondamentalement partagée entre la DGF, l'ARMP et les autorités politiques qui ont laissé faire parce que l'alerte a été lancée depuis 2014. La corruption, c'est une matière qui intéresse fortement votre organisation, le Forum Civil. Le Sénégal qui stagne depuis 4 ans dans le classement de l'IPC, l'indice de perception de la corruption. Depuis 4 ans, la même note, 45 sur 100. Explication ? L'explication est simple. Je vous ai énuméré tout à l'heure les différents instruments juridiques et institutionnels qui ont été initiés, adoptés par le gouvernement du président Macky Sall quand il est venu au pouvoir en 2012. Et ça, il a fait progresser, ces mesures ont fait progresser. La note du Sénégal de 2012 en 2016, on est parti de 36 points, ensuite 40 et quelques points, ensuite 40 jusqu'à 45 points. Donc on a progressé. De 2012 à 2014, on a progressé. Pourquoi ?
Parce que les initiatives qui permettaient de bloquer les initiatives de corruption, les intentions de corruption, ont été annihilées par l'adoption de ces lois sur l'OFNAC, mais également sur la réactivation de la Cour de répression de l'enseignement illicite. Mais en 2016, il y a eu un coup de frein. Et ce coup de frein, il n'y a plus d'initiative de promotion de la bonne bonne gouvernance. Naturellement, ça impacte sur la note du Sénégal. C'est pourquoi c'est pas magique. Quand on travaille pour promouvoir la bonne gouvernance, quand on travaille pour avoir des instruments pour lutter contre l'impunité, pour protéger nos maigres ressources, fondamentalement, ça va impacter sur la note du Sénégal. Et cet état de fait, quand même, a touché un certain nombre d'organismes. Je prends l'exemple du King Fahd Palace, si vous me permettez également d'en parler. En réalité, il y a un état de malgouvernance au niveau du King Fahd Palace qui avait amené l'ancien secrétaire général du gouvernement, M. Abdoulatif Coulibaly, au mois de mai 2016, à envoyer une lettre à la direction du King Fahd Palace pour demander la transmission au moins des rapports du comité de gestion. Vous savez, aujourd'hui, au niveau du King Fahd Palace, il n'y a pas de comité de gestion. Alors que c'est un bien de l'État qui a été attribué à un Sénégalais, comme on dit, il ne faut pas tirer sur les Sénégalais. Pour exploitation. Voilà, qui a été attribué à un Sénégalais, qui a créé, donc on lui a donné directement la gestion du King Fahd Palace en décembre 2011, alors que son entreprise a été créée en juillet 2011. Est-ce que ça a été prémédité? Est-ce que ça a été préparé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, au niveau de cette gestion-là, il n'y a pas eu de comité de gestion. Et le ministre, par corrélation, est-ce que c'est la raison? Je ne sais pas. Donc, quand il a envoyé le secrétaire général du gouvernement pour demander les rapports du comité de gestion 2013, 2014, 2015, 2016, et hop, en 2017, il a été déplacé, il n'est plus secrétaire général du gouvernement. Je pense qu'on l'a nommé ministre de la Culture, je ne sais pas. Donc, il y a cet état de fait. Et au niveau également du King Fahd Palace, je parle de notre bien. King Fahd n'est pas le bien d'un privé. C'est un bien de l'État du Sénégal. Donc, je parle de notre bien. Est-ce que vous savez que la plupart des compagnies aériennes sont en train de quitter King Fahd Palace? Ils n'ont plus d'abonnement au niveau du King Fahd Palace. Emirates est parti. Kenya Airways est parti. Air France est parti. Air Algérie est parti. Turkish va partir si également il n'y a pas de changement à la fin de ce mois. Les abonnements pour les membres d'équipage. Pour les membres d'équipage, etc. Donc, et les raisons qu'ils ont évoquées, c'est des raisons ahurissantes, blessantes pour un hôtel comme le King Fahd Palace. C'est pourquoi nous, on se pose des questions sur réellement, est-ce que ce n'est pas le foncier du King Fahd Palace qui pousse à une certaine gestion pour faire annihiler tous les efforts qui ont été opérés pour avoir le King Fahd. Vous soupçonnez des volontés de faire disparaître cet hôtel-là? En tout cas, les faits qui sont entrés, les actes qui sont entrés... Qui est établi sur une grosse... 35 hectares, si je ne me trompe pas. Donc, les faits qui sont posés pour détruire complètement les services, même l'état de détérioration également des bâtiments du fait de manque d'audit technique, etc., je pense que, ou bien de déficit d'audit technique, je pense nous pousse à nous poser des questions. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté derrière d'enlier également, bien de faire disparaître l'hôtel et de s'occuper également de la question foncière au niveau. C'est pourquoi nous interpellons au plus haut niveau le chef de l'État, ne serait-ce que au niveau du King Fahd Palace, qu'il y ait un comité de gestion. Parce qu'encore une fois, c'est un bien public. On ne devrait même pas donner ce bien-là directement à une personne. Il y a des Sénégalais, des entrepreneurs sénégalais qui pourraient avoir la capacité également de gérer également cet hôtel-là. Il nous reste quelques secondes avant la fin de cette émission. Question-réponse, une seconde, réponse 5 secondes. Déclaration de patrimoine, Macky Sall est-il obligé de le faire à nouveau après sa réélection l'année dernière? La réponse est simple et nette, oui. Le président de la République est dans une obligation de faire une déclaration de patrimoine. Donc on nous épargne
des interprétations, je dirais même magiques, ou bien voilà, de magiciens, des interprétations de magiciens sur la concept de nouvellement élu. L'affaire Sédiment Ndengler et Djillar, la solution provisoire proposée par le gouvernement, acceptée pour le moment par les populations, est-ce que cette solution provisoire de laisser les terres aux autochtones le temps de l'hivernage garantit-elle cette solution une accalmie définitive à vos yeux? 5 secondes. Non, nous ne pensons pas que cette solution, une accalmie provisoire, oui, mais une accalmie dans la durée, non. C'est pourquoi il faut impérativement... La solution structurelle pour vous, c'est quoi? La solution structurelle, non seulement déjà, que ces populations-là retrouvent leurs terres, que la commune de Ndiaganiao, parce que déjà, dans le communiqué qui a été rendu par le ministre de l'Intérieur, c'est tout à fait clair. Le communiqué reconnaît ce qui a été un déni pour certains. Le communiqué reconnaît que ces terres-là se trouvent dans la commune de Ndiaganiao. Donc il appartient au maire de Ndiaganiao de faire des délibérations pour ces populations-là autochtones qui subitement, regardez, quand on a demandé d'aller retrouver les terres, subitement ils ont retrouvé les terres. Alors qu'il n'y a pas de... Et ça qui est quand même assez formidable, il n'y a pas de marquage, il n'y a rien, et chacun a eu à retrouver son terre naturellement. Donc, c'est des biens qui leur appartiennent. Donc, il faut impérativement que la commune de Ndiaganiao également puisse faire des délibérations pour ces populations-là. Maintenant, la solution structurelle générale, c'est que le président de la République puisse poser sur la table le rapport de 36 pages qui a été produit par la Commission nationale des fonds foncières, mais également son annexe de 55 pages qui a été produit également par cette commission-là pour trouver des solutions, non seulement sur la base d'une vision, des objectifs, mais également des axes stratégiques au niveau rural, mais également au niveau urbain. Les solutions sont là. Si ces solutions ne sont pas mises en avant par le président de la République, nous, notre crainte fondamentalement, c'est qu'il y ait une... Parce que déjà, même avant de rentrer, on m'a signalé un cas à Warkhor, où on m'a signalé une il y en a beaucoup. En Casamance, du nord au sud, d'est en ouest. Mais ça, beaucoup de litiges fonciers. Oui. On a terminé cette émission. Le dialogue national auquel vous participez, les travaux plombés depuis plus de 4 mois par la crise sanitaire du coronavirus, ça va reprendre quand Je pense qu'il faut interroger le président du comité de pilotage. Mais nous n'avons pas la réponse. L'essentiel est que nous avions demandé de participer à la commission de dialogue politique. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'une partie de l'opposition présente dans le dialogue national avait manifesté une opposition farouche pour notre entrée dans cette commission politique. Pourquoi? On ne sait pas. Et même les partis au pouvoir, ou bien les partis au pouvoir étaient beaucoup plus flexibles par rapport à cette partie de l'opposition. Est-ce que c'était pour aller vers un GOR, c'est-à-dire un gouvernement d'ouverture et de réconciliation, qui pensait que nous, on pouvait l'empêcher, alors que non, c'est le président qui décide? Est-ce que c'était pour aller vers, ce qu'ils appellent eux, un GM, un gouvernement de mission? On ne sait pas. Mais en tout cas... l'idée, la rumeur persiste. Gouvernement d'union nationale, pour résumer les deux concepts que vous évoquez. Qu'en pensez-vous, gouvernement d'union nationale, gouvernement ouvert à l'opposition, à la société civile? La meilleure manière d'assurer une stabilité au niveau du Sénégal, c'est de s'occuper des questions de gouvernance au niveau parlementaire. La gouvernance au sein de l'administration, la gouvernance au sein de l'espace judiciaire, la gouvernance sociale. Ce sont ces 4 piliers qui permettront au Sénégal d'avoir une stabilité, surtout avec la menace qu'on connaît devant nos frontières, que ce soit au Mali, que ce soit en Guinée, que ce soit en Guinée-Bissau, ou bien que ce soit également l'arrière sous-régional au Burkina Faso, au Nigeria, avec le terrorisme. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se voile la face. Ce qui arrive aujourd'hui au Mali peut arriver au Sénégal. Gouvernement d'union nationale ou pas? C'est ça que je dis. Le forum civil, fondamentalement, est dans une logique. Si on veut faire un gouvernement, c'est un gouvernement de la gouvernance. C'est-à-dire un gouvernement... Ouvert à tout le monde? La gouvernance est profitable à tout le monde. La gouvernance est profitable à tout le monde. Vous êtes favorable à un gouvernement ouvert à... Non. Attends, Babacar, ce que je dis est structurel. Nous ne sommes pas dans les événementiels.
le Forum civil est favorable à un gouvernement de la gouvernance publique et privée au niveau du Sénégal. Êtes-vous intéressé par une possible ouverture de gouvernement à d'autres sensibilités du pays? Dans quel sens? Coopté Nos statuts nous l'interdisent, Babacar. Le Forum civil, les pères fondateurs ont été assez inspirés pour interdire même aux dirigeants du Forum civil de ne pas faire de la politique, mais également de ne pas entrer dans un gouvernement. Merci Birahim Seck, coordinateur du Forum civil, la section Sénégal de Transparency International. Merci d'être passé devant le grand jury. Merci à tous de nous avoir suivis. Pensez à Kader Diop, journaliste doyen qui nous a quittés cette semaine, mais également cher Sadibou Fall, ancien ministre, qui a souvent répondu à nos invitations sur nos antennes. Restez avec nous, les programmes continuent à dimanche pour un autre numéro du